Lors du mariage de ma sœur, celle-ci s'est moquée de moi dans son discours, ma sœur est une mère célibataire, dont personne ne veut. Toute la salle a ri. Ma mère a ajouté, c'est un produit d'occasion. Mon père a couvert sa bouche pour étouffer un petit rire. Puis, le marié s'est levé, a saisi le micro. Toute la salle s'est figée. Je m'appelle Morgane Ingram et j'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, j'étais assise à la réception de mariage de ma sœur tandis qu'elle se tenait au micro et disait à 150 personnes que je suis une mère célibataire dont personne ne veut. Toute la salle a ri. Ce n'était pas un rire cruel et bruyant. C'était pire, ce genre de rire poli et nerveux que les gens émettent quand ils savent que quelque chose ne va pas, mais qu'ils ne veulent pas être celui qui y met fin. Puis ma mère s'est penchée depuis la table d'honneur, assez fort pour que toutes les tables l'entendent, c'est un produit d'occasion. Mon père a couvert sa bouche avec sa serviette. Ses épaules tremblaient. Il riait. J'étais assise là, une serviette en tissu blanc tordue dans mes poings sous la table. 150 paires d'yeux fixés sur moi. Et je n'ai pas pleuré. J'ai refusé de le faire. Mais ce que personne d'entre eux n'attendait, ce que personne dans cette grange n'a vu venir, c'est ce que le marié a fait ensuite. Avant de vous ramener à cette nuit-là, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous reconnaissez vraiment dans cette histoire. Laissez votre emplacement et leur local dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. À présent, laissez-moi vous ramener 6 mois en arrière, la nuit où ma sœur m'a appelé pour me demander d'être sa demoiselle d'honneur. L'appel arrive un mardi d'octobre. Je suis en train de plier les uniformes scolaires de Liam sur mon lit, les petits pantalons kaki, les polos que je repasse chaque dimanche, quand mon téléphone s'allume. Vanessa, ma petite sœur. Elle n'appelle jamais à moins d'avoir besoin de quelque chose ou de vouloir me parler de quelque chose qu'elle vient d'acheter. Morgane, j'ai une grande nouvelle. Sa voix est douce comme le miel, un ton qu'elle réserve pour demander des faveurs. Derek m'a demandé en mariage, et je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. J'ai failli lâcher le téléphone. Non pas à cause de la demande, je savais qu'elle allait arriver, mais parce que Vanessa ne m'avait rien demandé de personnel depuis 4 ans, depuis mon divorce. Depuis lors, notre relation était une suite de comparaisons assénées comme de petites coupures de papier. Ces légendes Instagram, béni d'avoir trouvé ma moitié pour la vie. Ces SMS pour mon anniversaire, j'espère que cette année t'apportera plus de chance, frangine, accompagné d'un emoji clin d'œil qui ressemblait à une gifle. À chaque dîner de famille chez papa et maman, le scénario est le même. Maman dresse la table, verse le thé glacé, et au bout de 10 minutes, toujours pas d'homme dans ta vie, Morgane, et ce, devant tante Ruth, oncle Dal, ou quiconque s'est présenté. Je souris. Je dis que je me concentre sur mon travail et sur Liam. Maman soupire. Vanessa se penche en arrière sur sa chaise et sirote son vin comme si elle assistait à un spectacle. C'est le premier signe. La question qui n'en est pas vraiment une, mais plutôt une mesure. Une mise en scène publique de mon insuffisance servie avec le ragoût. Mais Liam, mon fils de 5 ans, me pose des questions sur le mariage depuis qu'il a surpris Vanessa sur le haut-parleur il y a 2 semaines. « Maman, est-ce que je vais voir grand-mère au mariage ?» Sa petite bouille, pleine d'espoir et avec son sourire édenté. Alors j'ai dit oui. J'aurais dû m'en douter. Quand Vanessa vous invite, ce n'est jamais par générosité. C'est une question de positionnement. Pendant 6 mois, je suis demoiselle d'honneur de titre, et coordinatrice de mariage non payé dans la pratique. Je confirme le fleuriste. Je relance les invités pour les confirmations. Je coordonne les essayages des robes de demoiselle d'honneur. 4 amis de fac de Vanessa me regardent à travers moi comme si je faisais partie des meubles. Je passe 2 week-ends à conduire jusqu'à Atlanta pour des échantillons de tissus. Vanessa change d'avis environ 3 fois. Elle ne me dit jamais merci, pas une seule fois. Maman m'appelle toutes les semaines. Non pas pour prendre des nouvelles de la pièce de théâtre de maternelle de Liam ou des doubles gardes que j'enchaîne à l'hôpital. Elle m'appelle pour me transmettre les exigences de Vanessa. Vanessa veut du linge ivoire, pas crème. Peux-tu appeler la salle ? J'appelle la salle. Vanessa trouve que la police d'écriture sur les invitations est trop fine. J'appelle l'imprimeur. Puis, un soir, je suis au téléphone avec Vanessa pour passer en revue le plan de table, et je demande, est-ce que tu veux que Liam apporte les alliances ? Il s'est entraîné à marcher en ligne droite.
Il est tellement excité. Silence. Puis, je ne veux pas qu'un gamin gâche les photos, surtout pas un gamin sans père. J'entends maman sur le haut-parleur en arrière-plan. Elle ne dit rien. Je reste assise sur mon lit après cet appel, fixant le mur pendant un long moment. Liam dort dans la pièce d'à côté, les bras enlacés autour de son dinosaure en peluche, sa respiration est régulière et douce. Il n'a rien entendu. Dieu merci, il n'a rien entendu. Je me dis, c'est son jour. Laisse couler. Cette nuit-là, j'ai veillé jusqu'à minuit pour faire l'ourlet de la robe de demoiselle d'honneur que maman a choisie, un versauge délavé qui me donne l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 an. Je pense que c'était le but recherché. Mais la véritable raison pour laquelle Vanessa voulait que je me tienne juste à côté d'elle à cet hôtel, je ne la comprendrai qu'à la réception, lorsqu'elle a pris le micro. Vous devez comprendre une chose à propos de Ridgewood, en Géorgie. 8000 habitants, une épicerie, 2 églises, et un Waffle House qui fait office d'agence de presse officieuse de la ville. Tout le monde connaît vos affaires avant même que vous n'ayez fini de les vivre. Quand mon ex-mari est parti, faisant sa valise un jeudi pour s'installer dès le samedi avec une hygiéniste dentaire de 24 ans de Mâcon, toute la ville était au courant au moment de la messe du dimanche. J'étais assise sur notre banc à la First Baptist Church avec Liam sur la hanche, et je pouvais sentir les chuchotements traverser les rangées comme le vent dans les blés. Je suis infirmière praticienne en pédiatrie à l'hôpital du comté. Je m'occupe des enfants de ces gens. Je soigne des otites à 2 heures du matin et je maintiens des tout petits immobiles pour des points de suture pendant que leurs parents pleurent plus fort que l'enfant. Ma réputation compte, non pas par vanité, mais pour ma survie. Si les parents de Ridgewood ne me font pas confiance, je ne travaille plus. Maman le sait, et elle a passé 4 ans à s'assurer que mon divorce reste frais dans l'esprit de tout le monde. Non pas avec cruauté, non, ce serait trop honnête. Avec de la pitié, la pire espèce. Priez pour ma Morgane, dit-elle à l'étude biblique. Elle s'en sort toute seule, la pauvre. Elle le dit au salon de coiffure, au marché des producteurs, à la vente de gâteaux de l'association des parents d'élèves où j'ai apporté 3 plateaux de brownies et où elle m'a présenté comme, ma fille, la mère célibataire. Alors, quand je réalise que maman a invité mon infirmière en chef, Madame Henderson, au mariage parce qu'elle fréquente notre église, Morgane, ne sois pas dramatique, un sentiment de froid s'installe derrière mes côtes. 150 personnes, mes collègues, mes voisins, des parents d'enfants que j'ai soignés. Si quelque chose se passe à ce mariage, cela ne restera pas confiné dans la grange. Cela me suivra dans chaque salle d'examen le lundi matin. 2 semaines avant le mariage, Liam et moi mangeons des macaronis au fromage à la table de la cuisine. Il a de la poudre orange sur le menton et il balance ses jambes parce qu'elle ne touche pas encore le sol. Maman, pourquoi grand-mère ne met jamais ma photo sur son frigo? Je pose ma fourchette. Qu'est-ce que tu veux dire, mon grand? Chez grand-mère, elle a des photos de tata Vanessa, de tonton Derek et du bébé d'à côté, mais pas de moi. Il n'est pas fâché. Il est sincèrement confus. Comme s'il essayait de résoudre un problème de maths qui n'a pas de sens. Et c'est ce qui m'anéantit. Il n'a même pas encore appris à en être blessé. Il veut juste comprendre. Je lui dis quelque chose sur le fait que grand-mère est occupée, que les photos se mélangent. Il accepte l'explication et retourne à ses pattes. Mais je reste assise là, les mains sur les genoux, et je pense à toutes les fois où j'ai encaissé, souri, esquivé. Tous ces dîners où je riais avec les autres quand maman m'interrogeait sur ma vie amoureuse. Tous ces appels téléphoniques où j'ai fait des ourlets de robe, confirmé des prestataires et prétendu que le silence à l'autre bout du fil après la cruauté de Vanessa n'était qu'un problème de réseau. Je ne préserve pas la paix. J'apprends à mon fils que c'est normal. Que l'on doit rester assis en silence pendant que les gens censés vous aimer vous rappellent que vous valez moins que rien. J'ai fait une promesse à Liam le jour où je l'ai tenu dans mes bras à l'hôpital, rouge, hurlant et parfait. J'ai dit, je ne laisserai jamais personne te faire croire que tu n'es pas assez bien. Pourtant, me voilà en train de lui l'exemple de se taire et d'avaler sa fierté. Je continue de me dire, passe juste le mariage. Encore un événement, et ensuite je réglerai ça. Ensuite, je fixerai la limite. Ridgewood ne vous laisse pas le temps de régler les choses tranquillement. Le dîner de répétition a lieu chez Mancini, le seul restaurant italien de la ville. Nappe à carreaux rouges, graissin dans des étuis en papier. Dean Martin résonne sur un haut-parleur qui grésille dans les aigus. J'entre avec Liam.
Il porte une petite chemise bleue boutonnée que j'ai repassée ce matin. Il est parfait. Maman nous accueille à la porte. Ses yeux se dirigent directement vers les chaussures de Liam, ses bonnes baskets, la paire la plus propre qu'il possède. Ma chérie, j'espère que tu n'as pas amené le garçon dans cette tenue. Les gens regardent. Le garçon, pas Liam. Le garçon. Je nous dirige vers la table sans répondre. Vanessa est radieuse en bout de table, robe blanche, brushing impeccable, le bras de Derek autour de sa chaise. Elle rayonne comme rayonnent les mariés quand tout se passe comme prévu. Pendant le dîner, maman fait le tour de la table. Elle présente Derek à chaque cousin et ami de la famille avec la même phrase, un homme qui s'est fait tout seul, il a bâti sa propre entreprise, pas comme certaines personnes qui n'ont pas su garder ce qu'elles avaient. Elle ne me regarde pas quand elle le dit. Elle n'en a pas besoin. La mâchoire de Derek se crispe. Je le remarque. Personne d'autre ne le fait. Après le dîner, j'accompagne Liam à la voiture quand j'entends des voix provenant du couloir près des toilettes. La voix de Derek, basse et ferme, ta maman a traité Morgane de marchandise endommagée ce soir. Ce n'est pas une blague, Vanessa. La voix de Vanessa, enjouée et dédaigneuse, elle ne pensait pas à mal. Arrête de faire ton sensible. Je ne fais pas mon sensible. Je te dis que si cela se produit demain, je ne me tairai pas, c'est mon mariage, Derek. C'est le nôtre. J'éloigne Liam avant qu'il ne me voie. Sa main est petite et chaude dans la mienne. Il chantonne un air d'école. Derek s'éloigne en secouant la tête. J'aurais dû prêter attention à l'expression de son visage, car 24 heures plus tard, il serait la seule personne dans cette pièce prête à dire ce que tout le monde avait trop peur de formuler. Je me tiens dans ce couloir en tenant la main de mon fils, entendant Derek se disputer avec ma sœur au sujet de la façon dont ma propre mère parle de moi. Et je me souviens avoir pensé, est-ce que ce sera comme ça demain ? 150 personnes en train de regarder ma famille me rappeler que je ne vaux rien. Laissez-moi vous demander, êtes-vous déjà entré dans une pièce en sachant que quelque chose de terrible allait se produire, mais vous y êtes allé quand même parce que vous n'arriviez pas à abandonner l'espoir ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Le matin du mariage. Je me tiens devant le miroir de ma salle de bain en peignoir, brosse de mascara à la main, et je me donne le même discours d'encouragement que je donne aux parents anxieux à l'hôpital. Tu vas t'en sortir. Respire. Ce n'est qu'un jour. Je dépose Liam à la chambre d'hôtel de tante Ruth. Ruth est la sœur aînée de ma mère, 63 ans, professeure d'anglais de lycée à la retraite, carré argenté, lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. C'est la seule personne dans cette famille qui ne m'a jamais fait sentir comme un cas social à régler. Elle m'attire dans ses bras à la porte, me serre un battement de trop. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma chérie. Souviens-toi de ça ce soir. Je sais, tante Ruth. Non, je veux dire souviens-t'en vraiment. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Pas encore. Dans la suite nuptiale du domaine, une grange réaménagée avec des poutres blanchies à la chaux et des ampoules d'Edison, Vanessa est entourée de ses 4 demoiselles d'honneur. Elles portent des peignoirs assortis, boivent des mimosas, prennent des selfies. J'entre et la conversation s'interrompt durant une demi-seconde. L'une d'elles, Courtney, la doublure officieuse de la demoiselle d'honneur, me jette un coup d'œil qui ressemble à de la pitié. Vanessa lève les yeux de son téléphone. Ah, tu es là. Je pensais que tu allais te désister. Je suis ta demoiselle d'honneur, Vanessa. C'est vrai. Elle se retourne vers le miroir. Je l'aide à épingler son voile. Mes doigts sont stables. Je recule et regarde ma sœur, 28 ans, rayonnante, sur le point d'épouser un homme bon. Tu es magnifique, Vanessa. Elle ne me regarde pas. Je sais. En sortant, je passe devant le téléphone de Courtney posé sur la coiffeuse. L'écran s'allume, une notification de groupe. Trop hâte d'entendre le discours. MDR, je me dis que ce n'est rien. L'excitation des préparatifs. Je me dis beaucoup de choses. La cérémonie a lieu à la First Baptist Church. Cette même église où je m'asseyais seul avec Liam après le divorce, faisant semblant de ne pas entendre les chuchotements. Je me tiens aux côtés de Vanessa à l'autel dans cette robe vert sauge délavée, bouquet dans les 2 mains, sourire figé. C'est le rôle, rester là, avoir l'air heureuse, ne pas attirer l'attention. Depuis le premier banc,
maman s'essuie les yeux avec un mouchoir. L'image même de la joie maternelle. Papa est assis à côté d'elle dans un costume un peu trop serré, mains jointes, fixant le sol comme il le fait quand il espère que personne ne lui posera de questions. Je trouve Liam au 3e rang, installé sur les genoux de tante Ruth. Il me fait un petit signe de la main, discret, prudent, comme s'il avait peur de se faire gronder. Je lui réponds d'un signe. Ma poitrine se serre. Le pasteur lit les vœux. Derek dit, je le veux, d'une voix qui ne tremble pas. Vanessa le dit avec un sourire si parfait qu'il pourrait figurer dans un magazine. Mais quand Derek se retourne pour redescendre l'allée, son regard croise le mien juste une seconde. Et l'expression sur son visage n'est pas de la joie, de la délivrance ou de l'excitation. C'est quelque chose de plus discret. Quelque chose qui ressemble presque à des excuses. Je ne comprends pas. Nous sortons de l'église sous le soleil de fin d'après-midi. Les invités jettent des graines pour oiseaux. Le bambin de quelqu'un pousse des cris de joie. Les voitures s'alignent pour le trajet de 10 minutes vers la grange du domaine. Sur le parking, je surprends la conversation de 2 femmes du groupe d'études bibliques de maman, c'est la sœur aînée? Celle qui a divorcé? La pauvre, elle est venue. Il faut du courage. Ou autre chose. Elles ne savent pas que je les entends. Ou peut-être que si. J'attache Liam dans son siège auto et je conduis vers la réception, les 2 mains sur le volant, les articulations blanchies, la radio éteinte. La grange est magnifique, je dois bien accorder cela à Vanessa. Des guirlandes lumineuses drapées au chevron, de longues tables en chêne avec des compositions de fleurs sauvages et des bocaux en verre. Un DJ dans un coin diffuse de la musique tandis que les invités s'asseyent. Tout le lieu sent le cèdre et les bougies de prix. 150 personnes. Je parcours la salle du regard. Il y a Madame Henderson de l'hôpital dans une robe à fleurs, assise avec son mari à la table 12. M et Madame Purcell, dont la fille Émilie a eu une pneumonie le printemps dernier et avec qui je suis resté au téléphone jusqu'à 2 heures du matin, les Rodriguez du bout de la rue. Bref, la moitié de Ridgewood, sur son 31, qui attend de manger de la côte de bœuf et de regarder l'enfant chéri de la famille Ingram briller. Je suis installé à la place de la demoiselle d'honneur, à 1 mètre du pupitre. Un microphone noir attend sur la petite plateforme en bois. À la table d'honneur, Vanessa est blottie contre Derek, riant avec le témoin. Elle ne cesse de me jeter des coups d'œil. Des regards rapides, du genre de ceux qu'un chat lance à une souris avant de se lasser du jeu. Derek ne rit pas. Il tapote des doigts sur la table. Index, majeur, annulaire, index, majeur, annulaire. Un rythme que j'ai déjà vu. Au dîner de répétition, juste avant sa dispute avec Vanessa. Le témoin de mariage prononce son toast en premier, une anecdote sur les années d'études de Derek, une partie de pêche, une blague sur sa cuisine désastreuse. Le marié rit chaleureusement. Simple, normal. Puis le maître de cérémonie s'approche du pupitre, et maintenant, le discours de la demoiselle d'honneur, la sœur aînée de la mariée, Morgane. Je repousse ma chaise, mais avant même que je puisse me lever, Vanessa est déjà debout, déjà en mouvement, saisissant déjà le micro de sa main manucurée. En fait, dit-elle dans le micro avec un grand et brillant sourire, j'aimerais parler la première. L'assemblée se tait. Je me rassois. Mes mains retrouvent la serviette sur mes genoux. Vanessa tient le micro comme si elle était née avec. Je veux parler de ma grande sœur ce soir. Elle se tourne vers moi et les guirlandes lumineuses font scintiller les cristaux de son voile. Tous les regards de la grange la suivent. En grandissant, Morgane était celle de qui tout le monde attendait de grandes choses. Elle fait une pause, laisse ses mots planer. Des notes parfaites, des bourses d'études, la première Ingram à aller à l'université. Quelques personnes hochent la tête. Monsieur Purcell lève son verre. Madame Henderson me sourit depuis la table 12. Je sens la chaleur monter à mon cou, mais je lui rends son sourire parce que c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Morgane était censée être celle qui réussirait. Était, au passé. Je l'entends. Je pense que personne d'autre ne le remarque encore. Mais la vie ne se passe pas toujours comme prévu, n'est-ce pas? Sa voix change, pas plus forte, mais plus douce. Le genre de douceur qui masque le tranchant d'une lame. Elle penche la tête, son sourire s'élargit et j'ai l'impression que toute la pièce vacille avec elle. À la table de la famille, tante Ruth pose sa fourchette.
Elle rapproche un peu Liam sur ses genoux et fixe maman du regard. Maman est assise bien droite, menton levé, mains jointes, la posture exacte qu'elle adopte lorsqu'elle assiste à quelque chose qu'elle approuve. Ruth se penche vers la femme de l'oncle Dal à ses côtés. Je ne peux pas entendre ce qu'elle dit, mais je vois ses lèvres bouger. Vanessa prend une inspiration. Le DJ a complètement coupé la musique à présent. 150 fourchettes sont posées. Alors, quand la vie de ma sœur a un peu déraillé. Elle fait une pause pour l'effet, sourit à la foule. Quelques rires nerveux parcourent la salle. Elle n'a pas fini. Elle s'échauffe à peine. Vanessa continue et j'observe Derek. Il est assis à la table d'honneur, sa serviette chiffonnée dans son poing. Sa mâchoire travaille, ce petit mouvement de va-et-vient que font les gens lorsqu'ils grincent des dents sans s'en rendre compte. J'étais jalouse de Morgane, honnêtement. La voix de Vanessa livre cette confession comme un cadeau à l'auditoire, quelque chose de vulnérable et de charmant. Elle était l'intelligente, la responsable, celle dont papa et maman étaient fiers. Elle laisse à nouveau planer le passé. J'apprendrai plus tard par Ruth, et par Derek lui-même, ce qu'il pensait sur sa chaise. Il pensait à sa mère, Hélène Callahan, une femme que je n'ai jamais rencontrée. Hélène avait élevé Derek seul après que son père fût parti un mardi matin, alors que Derek avait 4 ans. Elle travaillait à la caisse d'un magasin de bricolage la journée et nettoyait des bureaux la nuit. Elle n'avait pas manqué un seul spectacle d'école. Elle avait cousu le gilet de bal de Derek à partir d'un patron trouvé chez Goodwill. Elle était morte d'un cancer de l'ovaire quand il avait 19 ans, 2 mois avant qu'il n'obtienne son premier stage en architecture. Elle n'a jamais vu son nom sur un bâtiment. À l'intérieur de l'alliance de Derek, celle qu'il a passée à son doigt il y a 3 heures, 2 lettres sont gravées, EC. Hélène Callahan. Vanessa connaît cette histoire. Elle sait ce que sa mère représente pour lui. Elle choisit pourtant de continuer. Morgane a fait des choix, dit Vanessa. Certains bons, certains. Enfin. Elle lève les mains, paume vers l'avant, comme une humoriste lançant une boutade. Quelques invités rient plus fort cette fois. Derek pose sa main à plat sur la table, doigts écartés, en appuyant fermement. Le genre de geste que l'on fait pour se forcer à rester sur sa chaise. Je regarde ses articulations. Elles sont devenues blanches. Mais Vanessa ne regarde pas Derek. Elle me regarde, moi. J'enviais ma sœur autrefois. La voix de Vanessa descend d'un ton, devenant presque tendre. Presque. Mais elle se tourne maintenant complètement face à moi. Le microphone émet un léger grésillement lorsqu'elle l'approche de ses lèvres, je la regarde et je me dis que je suis si reconnaissante d'avoir attendu la bonne personne. Une pause. Elle regarde Derek, puis me regarde à nouveau. La grange est plongée dans un silence de mort. Parce que ma sœur, ma grande sœur Morgane, est une mère célibataire. Elle laisse ses mots envahir la pièce. Dont personne ne veut. Elle le dit comme on poserait un diagnostic, clinique, compatissante, pire que du venin parce que cela ressemble à de la sollicitude. Un frémissement de rire parcourt les tables. Pas cruel, pas tout à fait. C'est le genre de rire que les gens émettent lorsqu'ils sont mal à l'aise et ne savent pas quoi faire d'autre. Quelques femmes se couvrent la bouche. Quelques hommes fixent leur assiette, mais personne ne parle. Personne ne l'arrête. Je suis assise à 1 mètre du pupitre, et je sens chacun de ces 150 regards s'abattre sur moi comme la lumière du soleil à travers une loupe. Ma poitrine brûle. Ma vision se rétrécit. La nappe blanche devant moi. La condensation sur mon verre d'eau. La serviette serrée si fort dans mes poings que le tissu pourrait se déchirer. Je ne pleure pas. Je ne pleurais pas. Cela fait 4 ans que je pleure en privé. Je n'offrirai pas à cette assemblée la satisfaction de me voir m'effondrer en public. La cabine du DJ est éteinte. Les guirlandes lumineuses semblent soudain criardes. L'odeur de cèdre et de bougies de la grange est écœurante et lourde. Et c'est alors que de la table d'honneur, à l'endroit exact où ma mère est assise dans sa robe couleur champagne de mère de la mariée, fuse la phrase qui va tout changer. Maman se penche vers la femme assise à côté d'elle, Madame Patterson, sa plus ancienne amie de l'église. Elle ne chuchote pas. Elle parle d'une voix normale, comme on le fait quand on veut être entendu tout en prétendant que ce n'était pas intentionnel, eh bien, c'est ce qu'elle est. C'est un produit d'occasion. Personne ne va vouloir de ça.
Ces mots frappent la salle comme une pierre jetée dans une eau calme, des cercles se propageant de table en table, je vois les têtes se tourner. Je vois la main de Madame Henderson se figer à mi-chemin de son verre de vin. Je vois le visage de Monsieur Purcell se relâcher. Papa, mon père, Gary Ingram, 59 ans, assis juste à côté d'elle, porte sa serviette à la bouche. Ses épaules tremblent. Ce n'est pas une quinte de toux, ni un sanglot. Il rit. 46 secondes. C'est le temps pendant lequel je fixe mon père tandis qu'il évite mon regard. Je les compte dans ma tête parce que compter est un moyen que j'utilise pour rester ancré dans mon corps au lieu de m'en détacher. 46 secondes à regarder mon père trouver amusante la cruauté de sa femme. Quand il finit par lever les yeux, il détourne le regard. Puis, depuis l'autre bout de la pièce, une voix s'élève, claire comme de l'eau de roche dans le silence, « Tati, pourquoi il rit de maman ?» Liam est debout sur les genoux de tante Ruth, une main sur son épaule, son petit visage tourné vers la table d'honneur avec une confusion totale. Blessé? Pas encore, juste désorienté. La perplexité honnête et brute d'un enfant qui ne comprend pas pourquoi des adultes se montrent méchants envers sa mère. Ruth le serre contre elle. Son visage est rouge. Pas de gêne, mais de fureur. Elle fixe maman à travers la grange avec une expression que je ne lui ai jamais vue en 32 ans de vie. La voix de mon fils flotte dans l'air, et c'est alors que je l'entends, le bruit sec et indéniable d'une chaise qui racle le plancher en bois. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas bougé. Derek repousse sa chaise de la table d'honneur. Il se lève, grand d'1,85 m, gilet gris, manche de sa chemise blanche retroussée sur les avant-bras. Et pendant un instant, personne ne comprend ce qui se passe. Le témoin de mariage se lève à demi, confus. Un garçon d'honneur tend le bras pour retenir Derek. Derek s'en défait sans un regard. Il contourne la table. Ni vite, ni lentement. La démarche délibérée d'un homme qui a pris une décision et qui n'a nullement l'intention de se laisser dissuader. Vanessa tient toujours le micro. Chérie, qu'est-ce que tu... Derek arrive à sa hauteur. Il ne lui arrache pas le micro. Il tend la main, paume vers le haut, de la manière dont on demande à quelqu'un un jeu de clés de voiture, patient, résolu. Vanessa cligne des yeux, regarde sa main, regarde son visage. Quoi qu'elle y lise, cela la pousse à lâcher prise. Le micro passe de l'un à l'autre sans un bruit. Derek monte sur l'estrade. Il ajuste le trépied. Il promène son regard sur la grange, sur les guirlandes, les bocaux de verre et les 150 personnes figées sur leurs chaises comme sur une photographie. J'ai besoin de dire quelque chose, dit-il d'une voix égale. Sans tremblement. Et j'ai besoin que chacun dans cette pièce l'entende. La bouche de maman esquisse un sourire nerveux. Elle pense qu'il s'apprête à arranger les choses, une blague, un toast, quelque chose pour relancer la soirée. Vanessa se laisse glisser sur sa chaise à la table d'honneur. Elle sourit toujours, mais ses yeux s'agitent de gauche à droite. La façon dont bougent les yeux de quelqu'un qui évalue à quel point la situation va dégénérer. Papa pose sa serviette. Je suis assise sur ma chaise, les mains sur les genoux, le cœur battant à tout rompre, et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Personne ne le sait. Ma mère, commence Derek, s'appelait Hélène Callahan. Il ne regarde pas Vanessa. Il ne me regarde pas. Il fixe un point droit devant lui, au-dessus des tables du fond. Le regard de quelqu'un qui s'efforce de ne pas s'effondrer. Mon père est parti quand j'avais 4 ans. Elle m'a élevé seule. Elle cumulait 2 emplois. Elle n'a jamais manqué un spectacle d'école. Elle a cousu mon gilet de bal à partir d'un patron trouvé chez Goodwill. Il s'interrompt. Elle est morte d'un cancer quand j'avais 19 ans. Elle n'a jamais pu me voir obtenir mon diplôme. La grange est si silencieuse que l'on entend les glaçons bouger dans les carafes d'eau. C'était une mère célibataire. Sa voix ne se brise pas, mais elle s'épaissit. Elle était, selon la définition employée dans cette pièce ce soir, un produit d'occasion. Il se tourne vers maman, la regarde droit dans les yeux. Madame Ingram, vous venez de traiter de produit d'occasion chaque mère célibataire présente dans cette pièce, y compris la femme qui a fait de moi l'homme que votre fille voulait épouser. La robe couleur champagne de maman semble soudain trop étroite. Ses mains agrippent le bord de la table. Sa bouche s'ouvre. Rien ne sort. Derek se tourne vers Vanessa. Je te l'ai dit hier soir.
Je t'ai dit que c'était ma limite. Tu as choisi de la franchir. Derek me regarde. Morgan, tu n'as absolument aucune honte à avoir. Il pose le micro sur le pupitre, il ne le jette pas, ne le claque pas, le dépose doucement, de la manière dont on pose un objet qui ne nous appartient plus. Puis il descend de l'estrade et retourne s'asseoir. 150 personnes. Pas un tout sautement, pas un murmure. Les glaçons fondent dans les verres. Personne ne boit. 150 personnes, et l'on pouvait entendre la glace fondre. Derek venait de dire ce que j'attendais depuis 4 ans que quelqu'un, n'importe qui dans ma famille, dise. Mais en réalité, il ne le faisait pas pour moi. Il le faisait pour sa mère. Pour chaque mère célibataire qui s'est un jour assise dans une pièce et a laissé les gens parler ainsi. Si ce moment vous a touché comme il m'a touché, faites-le moi savoir avec un j'aime et restez avec moi car la nuit n'était pas finie. Les chuchotements commencent avant même que Derek n'atteigne sa chaise. Il se propage dans la grange comme le vent, de table en table, bas et électrique. Je vais où Madame Henderson se pencher vers son mari en secouant la tête. À la table 9, une femme que je reconnais de la salle d'attente de l'hôpital, une mère célibataire avec 2 enfants, qui les amène pour chaque visite de contrôle exactement à leur presse une serviette contre ses yeux. Vanessa saisit le bras de Derek lorsqu'il s'assoit, « Tu viens de gâcher mon mariage. » Sa voix est un sifflement qui ne s'adresse qu'à lui, mais dans le silence de plomb de cette grange, elle s'entend à 3 tables de là. Derek ne baisse pas le ton, « Non, c'est toi qui l'as gâché quand tu as utilisé ton discours pour humilier ta sœur. » Maman se lève. Elle lisse sa robe, lève le menton et s'adresse à la pièce sur le ton exact qu'elle utilise pour gérer la vente de charité annuelle de l'église, « S'il vous plaît, tout le monde, passons à autre chose. C'est l'heure du gâteau, je crois. » Sa voix tremble sur le mot gâteau. Personne ne bouge vers la table des desserts. Je suis toujours assise. Mes mains sont toujours sur mes genoux. La serviette est comme une corde essorée entre mes poings. Les battements de mon cœur sont si forts dans mes oreilles que j'entends à peine les murmures. Puis je regarde de l'autre côté de la pièce, vers Liam. Il est maintenant sur les hanches de tante Ruth. Ses yeux sont ronds, sérieux, et fixés sur moi. Il lève une petite main et fait un signe, « Ça va aller, maman. » 3 mots d'un enfant de 5 ans. Et quelque chose dans ma poitrine se libère. Ne se brise pas. Se libère. Comme une porte contre laquelle je m'appuyais depuis 4 ans et qui s'ouvre enfin parce que j'ai cessé de pousser. Je pose la serviette. J'applique mes paumes à plat sur la table. Et je me lève. Je ne vais pas au pupitre. Je ne prends pas le micro. Je reste debout à ma place, les épaules droites, et je parle assez distinctement pour être entendu dans toute la grange, je ne vais pas faire de scène. C'est le mariage de Vanessa, et je respecte cela. Ma voix me semble étrange, calme et posée, comme si quelqu'un d'autre parlait à ma place. C'est la voix que j'utilise à 3 heures du matin quand je rassure un parent paniqué face aux convulsions fébriles de son enfant. Mais je veux dire ceci une fois, clairement, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. La grange est totalement immobile. Je aime une mère célibataire. Je travaille 60 heures par semaine pour m'occuper des enfants des autres lorsqu'ils sont malades et effrayés. Je paye mon propre loyer. J'élève mon fils. Je n'ai jamais demandé un seul dollar à personne dans cette famille. Je me tourne vers ma mère. Elle se tient debout derrière sa chaise, agrippant le dossier, ses articulations aussi blanches que la nappe en lin. Tu peux m'appeler comme tu veux, maman, mais mon fils est assis juste là. Je pointe Liam du doigt, toujours dans les bras de tante Ruth. Et il vient d'entendre sa grand-mère traiter sa mère de produit d'occasion. La bouche de maman s'ouvre. Je continue, c'est donc la dernière fois que je m'assieds à une table où mon fils apprend que les femmes de sa famille estiment que la valeur d'une femme expire lorsque son mari s'en va. Je regarde mon père. Il fixe son assiette. Fourchette et couteau parfaitement parallèles. La posture d'un homme qui a passé sa vie à espérer que la tempête lui passe au-dessus. Et papa, je t'ai vu rire. Il ne lève pas les yeux. Ses épaules s'affaissent vers l'intérieur comme s'il essayait de se faire tout petit. Je vais ramener mon fils à la maison maintenant. Vous n'aurez pas à vous soucier de nous pour le prochain dîner de famille. Il n'y en aura pas, je me dirige vers Liam quand tante Ruth se lève. Elle confie doucement Liam à la femme de l'oncle Dal, réajuste son gilet et prend la parole de cette voix qui a tenu au pas 30 générations d'élèves de lycée, claire, posée, catégorique.
Diane. Maman se fige. Avant de laisser ta fille franchir cette porte, peut-être que les personnes dans cette salle devraient entendre une dernière chose. Ruth, ne fais pas ça. L'ex-mari de Morgan n'est pas seulement parti. La voix de Ruth emplit la grange de la même façon que la voix d'un professeur résonne dans une salle de classe. Pas besoin de micro. Il a eu une liaison. Et la femme avec laquelle il l'a eue, c'est Diane qui les a présentés à sa propre table, parce qu'elle trouvait que le mari de Morgan méritait quelqu'un de plus agréable. Le soupir collectif qui s'ensuit n'est pas théâtral. Il est pire, c'est l'inspiration simultanée de 150 personnes qui comprennent la même chose au même instant. J'entends une fourchette s'entrechoquer sur une assiette. Quelqu'un chuchote, oh mon Dieu. Madame Henderson ferme les yeux et secoue lentement la tête. Le visage de maman passe par 3 couleurs en l'espace de 5 secondes, rouge, blanc, gris. Sa bouche s'agite, mais aucun son ne sort. Elle ne peut pas le nier. Ruth était à ce dîner. Ruth a tout vu. Alors, avant de traiter ma nièce de produit d'occasion, commence par te demander qui a abîmé le produit en premier lieu, conclut Ruth, chaque mot tombant comme un coup de marteau de juge. Elle s'approche de Liam, le prend des genoux de la femme de dalle et me la porte. Elle le dépose dans mes bras, son poids chaud et solide contre ma poitrine, ses petites mains serrant ma robe vert sauge. Rentrez chez vous, ma chérie, dit Ruth en me serrant le bras. Tu en as fait assez. Je serre mon fils contre moi. Je regarde la grange une dernière fois, les guirlandes, les bocaux de verre, le visage défait de ma mère, le mascara coulant de ma sœur, la chaise vide de mon père. Il est déjà parti sur le parking. Je fais un signe de tête à Derek. Un autre à Ruth. Et je sors. Liam s'endort dans la voiture avant même que je ne quitte le parking en gravier. Sa tête penche sur le côté dans son siège auto, bouche ouverte, respiration régulière. Il sent le glaçage de gâteau et l'herbe. Je rentre à la maison en silence, pas de radio, juste le bruit des pneus sur l'asphalte et le chant des grenouilles dans les fossés de la route 12. Quand je transporte Liam à l'intérieur pour le coucher dans son lit, et ne bouge pas. Je remonte la couverture dinosaure jusqu'à son menton et je reste là, dans le noir, pendant un long moment. Toujours vêtu de cette robe vert sauge, sentant toujours le cèdre et la cire de bougie de la grange. Mon téléphone vibre sur le plan de travail de la cuisine, cet appel manqué de maman, 3 de Vanessa, 0 de papa. Je l'éteins. Pour la première fois depuis 4 ans, ma poitrine me semble légère. Pas joyeuse. Légère, comme si quelqu'un avait coupé les bretelles du sac à dos que je portais en côte. Voici ce que j'ai appris plus tard par tante Ruth. Cette nuit-là, dans la suite nuptiale du Ridgewood Motor Lodge, il n'y a eu aucune tendresse de lune de miel. Derek est assis sur le bord du lit, toujours dans sa chemise habillée, poignets déboutonnés. Je t'avais prévenu, dit-il d'une voix basse et fatiguée. Je t'avais dit que si tu utilisais ce discours pour blesser Morgan, je ne me tairais pas. Vanessa fait les 100 pas, des traînées de mascara sur les joues, c'était une blague. Tu m'as humilié à mon propre mariage. Ta mère a présenté une autre femme au mari de ta sœur, et tu as utilisé ton mariage pour te moquer de Morgan pour le résultat. Il la regarde, ce n'est pas une blague, Vanessa. C'est de la cruauté. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je dis que nous commençons une thérapie de couple avant même d'ouvrir le moindre carton, sinon nous allons avoir un mariage très court. Tu n'es pas sérieuse. Je t'aime, mais la cruauté n'est pas une tradition familiale à laquelle je compte souscrire. Le dimanche matin. Je m'assieds à la table de ma cuisine avec un café et mon ordinateur et j'écris un email. Pas un SMS, maman peut déformer un SMS lors d'un appel téléphonique. Pas un appel non plus, maman sait jouer la comédie de vive voix. Un email écrit, documenté, limpide. Ah, Diane Ingram, Gary Ingram, Vanessa Callahan. J'établis une limite. Je n'assisterai plus aux événements familiaux et je n'accepterai plus d'appels téléphoniques tant que chacun d'entre vous n'aura pas reconnu par écrit ce qui s'est passé au mariage et ne se sera pas engagé à nous traiter, moi et Liam, avec un respect fondamental. Ce n'est pas négociable. Je vous aime, mais je n'apprendrai pas à mon fils que l'amour signifie accepter l'humiliation. Morgan. Je le relis 3 fois. J'appuie sur envoyer. Puis je bloque le numéro de maman. Je bloque celui de Vanessa. Je garde celui de papa. Une chance, je me dis, juste une. J'appelle tante Ruth.
Elle décroche à la première sonnerie. J'attendais cet appel. Merci pour hier soir, lui dis-je. D'avoir dit ce que tu as dit. Ruth reste silencieuse un instant. J'aurais dû le faire il y a des années, ma chérie. Ta mère a contrôlé cette famille par la honte pendant bien trop longtemps. Je l'ai vu te faire cela, et je me suis dit que ce n'était pas de mon ressort. C'était lâche. Ce n'était pas lâche. Tu essayais de préserver l'unité de la famille. Et regarde où cela nous a menés. Nous nous taisons toutes les deux. Liam traverse la cuisine en pyjama en courant après le chat. Des bruits normaux d'un dimanche matin. Le lundi, j'appelle l'hôpital pour demander 3 jours de congé personnel. C'est Madame Henderson elle-même qui décroche le combiné. Elle ne fait jamais ça. Morgan, prends tout le temps dont tu as besoin. Sa voix est ferme et bienveillante, de la même façon qu'elle s'adresse aux nouvelles recrues lors de leur première garde difficile. Ce que j'ai vu à ce mariage, personne ne mérite cela. Je réponds, merci. Je raccroche. Je m'assieds sur mon porche et je regarde les oiseaux. Maman commence son opération de limitation des dégâts dès le lundi matin. Elle appelle tante Ruth en premier. Tu n'avais aucun droit de dire cela devant tout le monde. La voix de maman, selon Ruth, tremble, non pas de remords, mais de la fureur d'une femme dont l'image si soigneusement polie vient d'être déshabillée en public. Ruth ne hausse pas le ton. Elle n'en a pas besoin, tu n'avais aucun droit de détruire le mariage de ta fille, puis de lui faire honte pour ce désastre, Diane. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qui s'est passé, et 150 personnes l'ont entendu. Maman raccroche. Le mercredi, maman tente de rejouer son scénario habituel, celui qui fonctionne depuis 30 ans à Ridgewood. Elle se présente à l'étude biblique avec un pain à la banane fraîchement cuit. Elle s'assoit sur son banc habituel. Elle s'approche de Madame Carter, la responsable du ministère des Femmes, avec son plus beau sourire du genre, vous imaginez un peu cette histoire de famille, Ruth a toujours été très théâtrale, dit-elle à Madame Carter. Et Morgan a toujours été excessivement sensible. Vous savez comment le divorce change les gens. Madame Carter, 68 ans, grand-mère de 4 enfants, membre de tous les comités paroissiaux depuis 1997, joint ses mains, Diane. Je pense que tu devrais te mettre en retrait du comité pour un temps. Les gens parlent. Parlent de quoi? De ce que tu as dit au mariage devant tout le monde. Le pain à la banane reste intact sur la table de la communauté. Vanessa publie des photos de mariage sur Instagram cet après-midi-là. Les commentaires publics sont polis. Les messages privés, me racontera plus tard Ruth, ne le sont pas du tout, Vanessa, ce discours était affreux. Ta maman a vraiment dit ça? Est-ce que Morgan va bien? Et mon père, Gary, reste assis dans l'atelier de son garage, porte fermée. Il ne va pas à l'étude biblique. Il n'appelle pas les amis de maman. Il ne m'appelle pas. Il reste au milieu de ses outils et de son silence, faisant ce qu'il a toujours fait, rien. 2 semaines. C'est le temps qu'il faut pour que l'échafaudage de la vie sociale de ma mère s'effondre. Elle perd sa présidence du ministère des Femmes. Pas de vote dramatique, Madame Carter cesse tout simplement de l'appeler pour les réunions. Le téléphone ne sonne plus. Les discussions de groupe se font sans son numéro. On ne demande pas à Diane Ingram, qui a organisé le marché de Noël pendant 11 ans, d'ouvrir de nouveau l'organisation cette année. Ses amis ne l'abandonnent pas d'un coup, ce serait trop franc pour Ridgewood. Elles sont juste débordées, oh, Diane, j'adorerais prendre un café, mais ma semaine est chargée. Reportons notre déjeuner. Je pensais justement t'appeler. Elles ne l'ont pas fait. Elles ne le feront pas. Vanessa et Derek entament une thérapie. Chaque mardi à 16 h, Vanessa s'assied en face d'une thérapeute dans un bureau situé à 40 minutes de route, assez loin de Ridgewood pour que personne ne voie sa voiture sur le parking. Et pour la première fois de sa vie, elle s'entend poser une question qu'elle ne peut pas esquiver par son charme habituel, pourquoi aviez-vous besoin d'humilier votre sœur pour vous sentir bien le jour de votre propre mariage? Elle n'a pas de réponse. Pas encore. Et mon père, Gary. Un mardi soir, 2 semaines et un jour après le mariage. Mon téléphone vibre. Un SMS. Pas un appel, un SMS. Parce que Gary Ingram n'a jamais su exprimer les choses difficiles à haute voix, je suis désolé d'avoir ri. J'ai été lâche. Je l'ai été toute ta vie.
12 mots. Je les lis assise sur mon porche, dans l'obscurité. Liam dort à l'intérieur. Les grillons chantent dans le jardin. Je ne réponds pas. Pas ce soir. Je sauvegarde le message. Je pose le téléphone face cachée sur la rambarde. Je reste assise là jusqu'à ce que les moustiques me poussent à rentrer. Dans 3 jours, je saurai quoi lui dire. Mais pas encore. Certaines choses exigent du temps pour devenir réelles avant qu'on ne puisse y répondre. Un jeudi soir, après le bain de Liam et 2 lectures de « Bonsoir Lune », je m'assieds sur mon porche arrière avec un verre d'eau, dans le silence d'une maison qui n'appartient qu'à moi. Je ne suis pas en colère. Cela me surprend. Je m'attendais à de la rage, le genre de sentiment qui vous tient éveillé à faire les 100 pas, à rejouer la scène et à répéter des disputes avec des personnes absentes. Mais ce que je ressens est plus calme et plus ancien, c'est du chagrin. Je n'ai pas perdu ma mère à ce mariage. Je l'ai perdue il y a 4 ans, le jour où elle m'a appelé après le divorce pour me dire « Tu as fait honte à cette famille ». Ce mariage n'était que la nuit où j'ai cessé de faire semblant de croire le contraire. Je pense à Hélène Callahan, la mère de Derek. Une femme que je ne rencontrerai jamais, qui a élevé son fils seul dans une ville qui parlait probablement d'elle de la même façon que Ridgewood parle de moi. Une femme qui cousait des gilets de bal, cumulait 2 emplois et qui est morte avant d'avoir pu contempler le nom de son fils inscrit sur un immeuble. Hélène s'est assise dans des salles comme cette grange, j'en suis certaine. Elle a entendu les murmures. Elle a souri malgré la pitié. Et elle a élevé un homme qui s'est dressé devant 150 personnes le jour le plus important de sa vie pour déclarer « Ma mère n'était pas un produit d'occasion ». Si Hélène a pu élever un tel homme seul, je peux élever Liam. Je prends mon téléphone et réponds au message de papa. Je ne fais pas de grands discours, je n'explique pas mes sentiments, j'écris exactement ce que je pense, merci d'avoir dit cela, papa. Quand tu seras prêt à le prouver par des actes, et pas seulement en paroles, je serai là. J'appuie sur envoyer. Je pose le téléphone. Je rentre à l'intérieur et je vais voir Liam. Il dort, un bras jeté sur son dinosaure. La veilleuse projette des constellations sur son plafond. Je ferme doucement sa porte et je vais me coucher. 3 semaines après le mariage, Derek m'appelle, est-ce que je peux t'offrir un café? Juste pour discuter. En plein jour, dans un lieu public. Nous nous retrouvons au Cup & Saucé sur Main Street, le café au store tordu qui fait les meilleurs muffins au citron du comté. C'est un mardi après-midi. 3 autres tables sont occupées, un couple de retraités, 2 lycéennes avec des ordinateurs, et un homme lisant le journal. Derek est déjà là quand j'arrive, les mains autour d'un café noir, toujours dans ses vêtements de travail. Je ne suis pas là pour m'excuser au nom de Vanessa, dit-il. C'est sa responsabilité. Je sais. Je suis là parce que je veux que tu saches que ce que j'ai dit au mariage n'était pas une mise en scène. Ma mère est la raison pour laquelle je suis ici. Et entendre quelqu'un prononcer ces mots. Il s'interrompt, fixe sa tasse. Je ne pouvais pas rester assis là sans réagir. Tu n'étais pas obligé de faire ça. C'était le jour de ton mariage. C'est précisément pour cela que je le devais. Si je ne peux pas me dresser pour ce qui est juste le jour le plus important de ma vie, quand le ferai-je? J'acquiesce. Nous restons un moment silencieux avec cette pensée. Comment se passe la thérapie de Vanessa? Elle est en colère, confuse. Il fait tourner lentement sa tasse en cercle. Mais elle y va. C'est un début. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas encore. Il le dit avec honnêteté, sans théâtralité, simplement comme un homme confronté à l'incertitude et choisissant de ne pas prétendre posséder des réponses qu'il n'a pas. Nous finissons nos cafés. Il prend des nouvelles de Liam. Je lui parle de la maternelle, du projet de science avec les plants de haricots, et de la nouvelle obsession de Liam pour les camions de pompiers. Des choses normales, simples, le genre d'échange que partagent des personnes qui se respectent. Il prend l'addition. Je le laisse faire. Je conduis jusqu'à l'école de Liam et j'arrive avec 7 minutes d'avance pour la sortie. C'est la première fois depuis des mois. 2 mois plus tard, ma cuisine est plus calme. Pas solitaire, mais plus calme. Il y a une différence. Plus d'appels dominicaux de maman pour relayer les exigences des prestataires ou formuler des demandes de prière passive-agressive. Plus de SMS le mardi de la part de Vanessa pour comparer nos vies.
Plus de repas de fête où je m'assieds sur la chaise la plus proche de la porte en souriant jusqu'à en avoir mal aux joues. Autrefois, ce silence me terrifiait. À présent, il résonne comme ma propre respiration. Liam cesse de demander des nouvelles de grand-mère, non pas parce qu'il l'a oublié, mais parce que notre appartement est bien assez rempli pour se passer de cette question. Il m'a, moi. Il attend Ruth, qui vient en voiture chaque samedi matin avec un plat en plastique contenant du crumble aux pêches et reste jusqu'au déjeuner. Un samedi, alors que Ruth et moi buvons notre café sur le porche et que Liam construit une tour de Lego sur le parquet du salon, il lève les yeux et dit « Mamie Ruth, tu peux m'aider ?» Ruth pose sa tasse. Ses yeux s'embuent. Elle est au sol près de lui en 3 secondes, emboîtant les briques, faisant semblant de ne pas pleurer. Il m'a appelé Mamie Ruth, me confiera-t-elle plus tard, s'essuyant les yeux du revers de la main. J'ai attendu cela toute ma vie. Au travail, Madame Henderson m'appelle dans son bureau un lundi matin. Je suppose qu'il s'agit d'un problème de planning. Elle ferme la porte, nous te promouvons au poste d'infirmière chef de service à partir du mois prochain. Je la fixe, Quoi? Tu as toujours eu l'étoffe d'une responsable, Morgane. Tu avais juste besoin de cesser de laisser les opinions des autres te freiner. Je rentre chez moi, vitre baissée, la radio diffusant un morceau à la guitare. Liam est chez Ruth. Le soleil frappe le capot de ma voiture de cette lumière dorée de fin d'après-midi qui embellit même Ridgewood. Je ne suis pas encore pleinement heureuse. Je suis quelque chose de mieux, je suis stable. Samedi après-midi, au parc municipal. 2 balançoires, un toboggan, un bac à sable qui sent vaguement le chat. Liam est suspendu la tête en bas à la cage à poules, son t-shirt relevé dévoilant ses côtes, riant face au ciel. Il se laisse glisser, court vers moi, ses baskets claquant sur le tapis de caoutchouc, maman. Tommy à l'école a dit que je n'avais pas de vraie famille parce que je n'ai pas de papa. Je me mets à sa hauteur. Son visage est sérieux. Pas triste, pas en colère, sérieux. Le visage d'un enfant de 5 ans en train de résoudre un problème. Qu'est-ce que tu lui as dit? Liam réfléchit, écarte une mèche de cheveux de ses yeux, je lui ai dit que ma maman était infirmière, qu'elle s'occupait des enfants malades toute la journée, et qu'ensuite elle rentrait pour s'occuper de moi. Et que c'était ça, une vraie famille. Je l'attire contre moi, blottissant mon visage dans ses cheveux. Il sent la crème solaire, la poussière du terrain de jeu et le shampoing à la fraise que j'achète en gros à la pharmacie. Je ne pleure pas. Je souris contre le sommet de sa tête, là où il ne peut pas le voir. Il n'a pas appris cela dans un livre. Il ne l'a pas entendu à la télévision. Il l'a appris en me voyant assumer. Chaque matin, chaque coucher, chaque fièvre à 2 heures du matin, chaque dîner de macaroni au fromage à notre table pour 2. Quand je le relâche, il regarde déjà les balançoires, pousse-moi. Oui, mon grand. Je vais te pousser. Je me lève et je le suis à travers l'air de jeu. La lumière de l'après-midi est chaude. Une femme qui promène son chien m'adresse un hochement de tête en passant. Pas le vieux signe de tête de Ridgewood, celui qui était imprégné de pitié et de commérage. Juste un salut, de voisine à voisine. D'égal à égal. Derrière nous, la cage à poules projette de longues ombres sur le tapis de caoutchouc. Liam grimpe sur la balançoire et s'accroche fermement. Plus haut, maman. Je te tiens. Je pensais autrefois que poser des limites signifiait perdre des gens. Il s'avère que les limites vous montrent simplement qui n'a jamais vraiment été là. Ma mère ne s'est pas excusée. Elle envoie une carte pour l'anniversaire de Liam. Aucun mot à l'intérieur, juste sa signature. Je la laisse sur le frigo pendant une journée, puis je la mets au recyclage. Liam ne demande pas d'où elle vient. Vanessa a envoyé un unique SMS 6 semaines après le mariage, tu sais, je ne le pensais pas comme ça. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Si elle comprend un jour ce qu'elle voulait dire, elle sait où me trouver. Papa m'écrit 1 fois par semaine à présent. Des messages courts, j'espère que tu vas bien. La photo de classe de Liam est jolie. J'ai eu un bon prix pour le filtre de chaudière dont tu as parlé. Il fait des efforts. Des efforts modestes, maladroits, insuffisants, mais c'est la première fois en 32 ans que mon père fait un pas vers moi plutôt que de s'éloigner. Alors, j'observe. Je n'ai pas fermé la porte. Derek et Vanessa sont toujours ensemble, toujours en thérapie. Elle ne m'appelle pas.
Derek et moi avons partagé un autre café. Même endroit, même table où il m'a confié qu'elle avait pleuré en thérapie pour la première fois. Je ne sais pas s'ils s'en sortiront, mais c'est leur histoire, pas la mienne. Et moi, je vais au travail. Je vais chercher mon fils. Je m'assieds sur mon porche avec un verre d'eau, et je regarde les lucioles apparaître dans le jardin. Et je ne me demande plus si je suis assez bien. Parce qu'un petit garçon de 5 ans était assis dans une salle remplie d'adultes qui se moquaient de sa mère, et qu'il n'a pas détourné le regard. Il n'a pas pleuré. Il a juste demandé pourquoi. Si mon fils peut faire cela à 5 ans, je peux tout affronter.